Après un impressionnant voyage dans les points clés du secteur de l'eau en Israël, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec Chesca Lipschitz du tout nouveau ministère israélien de l'eau. Il m'a donné un point de vue d'initié sur la philosophie, l'attitude qui distingue Israël en matière d'eau, en particulier au Moyen-Orient. Chesca, commencez par nous dire ce que vous faites exactement au ministère de l'eau. Donc, ce que nous faisons au ministère, tout d'abord, nous essayons de préparer l'eau, notre secteur de l'eau, avec notre économie pour l'avenir. Nous construisons plus d'usines de désalination pour être prêts pour les futures sécheresses, pour l'avenir. En outre, nous renforçons les relations entre Israël et les autres pays en utilisant ce qu'Israël a appris au cours des dernières décennies. Nous allons utiliser la technologie israélienne, la partager avec d'autres pays, nos voisins les plus proches et les plus éloignés, et apporter de l'eau à tout le monde. Si je vous demandais de raconter, vous savez, d'une vue d'ensemble, l'histoire de l'eau de ce pays, dans cette région, à quoi cela ressemblerait-il si vous regardiez 20 ans en arrière? Vous êtes dans le gouvernement depuis quoi, maintenant, 15 ans? Quelque chose comme ça, oui. Vous regardez 15 ans en arrière, vous regardez où nous sommes aujourd'hui. En quoi les choses sont-elles différentes maintenant? Au début, nous ne regardions que quelques années en avant. Aujourd'hui, nous regardons 20 et 30 ans en avant. Nous avons un plan directeur pour l'eau, pour le secteur de l'eau, pour les années 2040 et 2050. C'est parce que nous avons compris que nous devions planifier pour les prochaines décennies. Et les besoins ne cessent de croître, puisque l'eau est un problème si important en Israël et dans tout le Moyen-Orient. Nous sommes juste forcés de le faire. Exactement. Intéressant. Oui. En regardant tout ce qui s'est passé dans le pays au cours des dernières décennies, on voit qu'il y a eu une énorme réflexion pour changer notre façon de gérer l'eau. Et peut-être, vous savez, vous avez été à l'intérieur depuis longtemps, pouvez-vous nous faire part de la philosophie et de la réflexion qui nous ont permis de façonner la façon dont nous travaillons avec l'eau dans ce pays? L'une des premières lois qui a été établie et qui a été acceptée par le Parlement israélien, la Knesset, est la loi sur l'eau. Selon cette loi, l'eau appartient à tout le monde. Cela signifie que si vous creusez dans votre jardin et que vous trouvez un puits d'eau, nous en sommes tous propriétaires. Nous en sommes tous propriétaires. Elle nous appartient, vous et moi, tous les gens en Israël. Et c'est la philosophie. Nous économisons l'eau. Nous ne sommes pas autorisés à gaspiller l'eau. Nous voulons laisser l'eau pour les générations futures. Et nous devons garder l'eau parce qu'elle appartient à tout le monde. La plupart des pays considèrent l'eau comme quelque chose qui doit être extrait, qui doit être pris de la nature. Et vous dites que notre gouvernement ne la voit plus de cette façon, il le voit comme quelque chose que nous devons reconstituer et construire. Il y a quelques décennies, nous prenions de l'eau dans la mer de Galilée. Puis nous avons arrêté. Nous ne prenons plus d'eau. Nous prenons de moins en moins d'eau. Et nous aurons la capacité de remettre de l'eau dessalée dans la mer de Galilée. Nous remplissons une ressource. Exactement. Intéressant. Eh bien, nous vivons dans une région très bizarre. Avoir de l'eau disponible n'est pas une chose évidente. Et je pense que c'est très unique. Maintenant, nous construisons des relations uniques avec nos voisins où nous leur vendons de l'eau, ou leur fournissons de l'eau. Et peut-être que vous pouvez nous donner quelques informations sur la façon dont tout cela fonctionne. Eh bien, actuellement, nous avons des accords de paix avec 3 voisins. Avec la Jordanie, le royaume de Jordanie, l'Égypte et l'autorité palestinienne. Selon l'accord de paix avec le royaume de Jordanie, nous donnons aux Jordaniens chaque année environ 15 millions de mètres cubes d'eau de la mer de Galilée directement à Amman. Nous donnons aussi à l'autorité palestinienne, d'ailleurs plus ce à quoi nous sommes obligés selon l'accord de paix. Et nous avons signé un accord de paix avec les Émirats arabes unis. Je suis sûr qu'ils ont des besoins en eau. Ils ont des gens très talentueux là-bas. Nous pouvons coopérer et collaborer avec eux afin de fournir des solutions pour l'eau, des technologies de l'eau pour nos nouveaux amis. C'est intéressant que vous mentionniez cela parce que je suppose que nous n'allons pas envoyer un tuyau d'eau à travers le golfe d'Aqaba vers les Émirats arabes unis ou tout autre pays arabe. Mais la technologie et la connaissance pour gérer l'infrastructure de l'eau, nous pouvons les expédier à travers n'importe quel océan. Exactement. Donc la connaissance n'a pas de frontières. Je suis sûr que nous pouvons partager nos connaissances avec les futurs amis, avec lesquels, espérons-le, nous signerons l'accord de paix dans les prochains mois. Donc, toute cette région, le Moyen-Orient, va être changée. Chesca, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était fascinant. Nous avons appris comment le système d'eau d'Israël apporte la vie aux endroits les plus reculés du pays. Et maintenant, il est temps de voir ce miracle en action. J'ai voyagé dans le désert pour rencontrer un homme qui utilise la vaste infrastructure d'eau d'Israël pour empêcher que certaines plantes anciennes très spécifiques, importantes pour la foi juive et chrétienne, ne soient perdues à jamais.
Voici ce que nous appelons le cœur du désert. Très très salé, très chaud ici, pas d'eau du tout, c'est un désert très difficile. Alors, Guy, c'est votre ferme? Oui, c'est ma ferme. C'est la ferme du Baume de Gilad. Nous sommes situés dans la vallée de Jéricho. À 10 minutes de la mer Morte, quelque part. Nous sommes à 5 minutes de la mer Morte et c'est pourquoi c'est très salé. Le fait que nous soyons ainsi au milieu d'un désert complètement sec et brûlant et que vous ayez de l'eau pour arroser ces plantes, c'est le résultat de la C'est technologie. plus que de la technologie, définitivement. Dans l'ancien temps, cette plante ne poussait qu'à côté des sources. Là-bas, il n'y a pas de source. On apporte l'eau d'un autre endroit. J'ai pris la route il y a environ 12 ans. C'était dans une vision romantique et paradisiaque de ramener l'agriculture sur les rives de la mer Morte et de faire revivre les industries qui en avaient été chassées. C'est une industrie ancienne. Oui. Ce n'est pas une industrie vieille de 25 ans. Non, C'est 1500 ans. c'est une industrie qui a été basée sur une plante très unique. Son nom était le baume de Gilad. Ces plantes étaient cultivées uniquement ici et uniquement par la famille hébraïque. Cette plante était la source d'un des plus importants médicaments de l'Antiquité, la source du parfum le plus désirable de l'Empire romain. La plante est si importante qu'elle servait de premier ingrédient à l'encens de l'Ancien Temple, et depuis la période du Second Temple, d'unique ingrédient de l'huile d'onction des rois et des prêtres. Je veux le ramener. Guy a touché quelque chose ici, en faisant revivre la culture de plantes que nos ancêtres utilisaient dans le culte. D'abord le baume de Galad, utilisé dans le temple et un élément de base de l'économie de l'Israël antique. Ensuite, une autre famille de plantes dont nous parlons dans les évangiles a attiré son attention, l'encens et la myrrhe. C'est le même encens et la même myrrhe que nous trouvons dans l'histoire des mages venant voir le petit Jésus. C'est la même plante. La même plante, sans aucun doute. Elle est en voie d'extinction. Si vous voulez que la prochaine génération soit familière avec l'encens, nous devons en faire de l'agriculture. Sinon, elle disparaîtra du monde. C'est ma vision. Alors, Guy, ce sont les arbres? Oui, Ce sont les bébés de Guy? ce sont mes bébés. C'est une myrrhe appelée glandulosa. C'est une myrrhe indienne appelée Commiphora whitey. C'est une myrrhe appelée myrrhe d'Arabie. C'est la myrrhe yémanite, considérée comme une myrrhe de très haute qualité. Ça a une odeur très unique. J'ai planté quelques centaines de pousses parce que j'aime vraiment son odeur. Waouh, Ouais, c'est intense. ouais. Allons à la rencontre du baume de Gilad. Il y a différentes notes d'odeur sur différentes parties de la plante. Nous allons la couper. Apportez votre doigt ici. Sentez-le. C'est une odeur incroyable. Ces plantes étaient sacrées pour nos ancêtres. Et sans cette petite ferme près de la mer Morte, nous pourrions perdre cette partie importante de notre histoire. Guy utilise le même système d'eau qui maintient le peuple d'Israël en vie et hydraté afin de donner vie au désert et s'assurer que ces anciens éléments de culte sont accessibles pour au moins une autre génération. Sans le système moderne de distribution de l'eau, il ne serait pas possible de faire cette agriculture. Et grâce à cela, je suis capable de faire pousser mes plantes. C'est incroyable. Nous avons eu la chance de voir comment ce système fonctionne dans le pays. Au bout de la chaîne, quelque part au milieu du désert, il y a Guy Ehrlich et ses plantes bibliques. Il ouvre son robinet et l'eau coule vers ses plantes. Et cela fait partie de l'histoire sioniste, de ramener le passé à la vie. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.